Merci à tous. Bonjour à ceux qui sont à distance et bonjour à ceux qui sont en présentiel. Donc, c'est la 12e matinale manager d'Océane Matmut, du groupe Matmut. Le thème d'aujourd'hui, un thème qui nous est particulièrement cher et sur lequel nous avons des expertises très approfondies et très variées, c'est la santé des salariés. Comme le disait Benjamin Franklin, une once de prévention vaut bien un gramme de guérison. Donc c'est important d'intervenir sur ces sujets de prévention et ces sujets de santé au travail. Vous verrez, il y a beaucoup d'experts à qui je vais laisser la parole tout de suite. Et puis, bonne conférence. Et j'espère que vous trouverez, comme d'habitude, lors de cette 12e édition des Matinales Managers, des conseils pratiques que vous pourrez mettre en action et en application dans vos entreprises. Merci Monsieur Asselo, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle matinale manager que nous avons choisi d'intituler « Chef d'entreprise, pourquoi se préoccuper de la santé de vos salariés ?» Alors à l'heure où la perception, le sens et les valeurs que nous donnons au travail sont questionnées, les maladies professionnelles qui constituent un marqueur important qui permet de tracer les problèmes de santé liés au travail ne cessent de progresser. Il nous a donc paru essentiel de parler des enjeux de la prévention, d'échanger sur ce qui se passe en entreprise et de montrer ce que peuvent faire les dirigeants pour améliorer la prévention et prendre soin de la santé des salariés. Donc n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, à réagir, à nous poser des questions tout au long de cette table ronde qui va durer 1 heure environ. Donc nous pourrons les relayer à la fin de cette table ronde et apporter des réponses à vos questions avec les experts ci présents. Donc au programme de cette matinale, donc des conseils, des témoignages et bien entendu des invités. Nous accueillons Aurélie Lolagne, conseillère RH et emploi au sein de la CCI Bordeaux-Gironde. Pierre Pallegrin, DRH de l'entreprise Galant, une PME industrielle de 50 salariés spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel caténaire destiné aux tramways et aux trains. Lucie Rouille, qui évolue au sein du service prévention de la mutuelle Océane Matmut, et Jacques Rondeleux à ma droite, fondateur du cabinet Performance Sociale et Organisation, spécialisé dans la santé et dans la qualité de vie au travail. Donc pour commencer cette table ronde, je vais donner la parole à Jacques Rondeleux. Cet expert est mobilisé sur les questions de santé physique et santé mentale depuis une quinzaine d'années. Le Code du travail dit que l'employeur doit veiller à la santé, à la sécurité des salariés. C'est une notion assez globale, peut-être relativement floue. Comment ça se traduit concrètement dans les entreprises et quelles sont les obligations des employeurs ? Alors, ça se traduit finalement assez peu, alors même s'il y a une obligation générale d'une responsabilité de l'employeur en matière de santé et sécurité qui découle de l'article L4121. Il faut voir qu'il y a 6 articles ou paragraphes du Code du travail consacrés à des questions de santé et qui sont répartis puisqu'on va du 11.32 au 46.22, si j'en ai pas oublié. Donc autant vous dire que le thème est largement pris et qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités de l'employeur sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, mais des obligations de formation, des obligations de prévention du harcèlement, les obligations de prévention de l'usure professionnelle, les obligations de prévention de la discrimination. Donc voilà, toutes ces thématiques-là, on les retrouve. Et donc souvent, les employeurs ne les connaissent pas ou les maîtrisent pas ou ne les ont pas appréhendés. On vous apprend pas toutes vos obligations quand vous devenez chef d'entreprise. Il n'y a pas de formation type. Et souvent, même les écoles ne s'intéressent pas beaucoup à ces sujets, y compris les facs de droit, parce qu'on voit, même sur des tests récents, vous interrogez des jeunes juristes et ils connaissent pas les jurisprudences qui vont derrière. Donc voilà. Je prends un exemple, le harcèlement et l'enquête harcèlement, elle est quasi obligatoire, mais beaucoup ne le savent pas. Donc si un employeur demande, il ne faut pas lui dire attention, là il faut absolument que vous meniez une enquête, sinon ça risque que vous êtes reproché. Voilà, je vais passer la parole. Quand vous dites obligation de former sur la santé, est-ce qu'il y a des formations obligatoires, la sécurité, l'incendie, est-ce qu'il y a des formations Il y a des formations obligatoires, oui. Prendre l'exemple simple, c'est changer une ampoule. Si vous n'avez pas formé un collaborateur pour changer une ampoule, normalement, vous ne pouvez pas lui demander de changer une ampoule. S'il n'est pas habilité professionnellement ou formé spécifiquement pour le faire, il y a un risque électrique et il faudrait le former. C'est la même chose sur le risque incendie. Mais l'incendie, ça se comprend. Voilà, le changement de l'ampoule, surtout maintenant avec la sécurité qu'il y a, on se dit, voilà. Donc l'obligation de formation, elle est sur énormément de choses. Et de toute façon, elle est générale. C'est-à-dire que quand
un de vos collaborateurs prend un poste, vous devez lui exposer les risques auxquels il est exposé et vous assurer qu'il est formé pour y faire face. Donc, dans une usine, je pense qu'on leur apprend qu'il y a un marquage au sol et que là, c'est pour les engins et là, c'est pour les salariés. Les équipements de protection individuelle, faut s'assurer qu'un bouchon, ils savent comment le mettre. Et au-delà de ça, une obligation de former les salariés, oui, et encore en plus une obligation de maintenir ses compétences. Je pense que ça joue aussi, on parle beaucoup de risques psychosociaux en ce moment, du burn-out, du bien-être ou du mal-être au travail en fonction. L'employeur doit être garant de la progression du salarié, des salariés par rapport aux compétences dont ils ont besoin pour habiller leur poste, leur fonction aujourd'hui. Voilà, c'est encore plus large que ça. C'est pas une simple formation. Effectivement, oui, on cite souvent l'exemple de la formation pour changer une ampoule, qui est une réalité. On veut demander à un collaborateur de faire le moindre petit travail électrique, il doit être formé, il doit avoir une habilitation. Donc, ça peut paraître lourd, mais voilà, c'est l'obligation, elle est réelle dans le Code du travail. Et donc, il y a aussi une obligation de mise à disposition de documents uniques. Peut-être, Aurélie Lolagne, est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là? Bien sûr. Ce que nous dit en effet le Code du travail, c'est que l'employeur a une obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale d'ailleurs des salariés et assurer leur sécurité. Et ces mesures, elles comprennent des actions de formation et d'information, des actions de prévention et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Ça, c'est ce que nous dit le Code en l'état. Et qu'est-ce que l'on met derrière des actions de prévention et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, des actions de prévention et de formation? Il y a comme clé de voûte le document unique, qui est vraiment une base, un outil très utilisé dans les entreprises, non seulement parce qu'il est certes obligatoire dès un salarié, mais aussi parce qu'il vous donne une feuille de route en matière de prévention qui peut être très intéressante. C'est vraiment un levier pour votre entreprise. Ce document unique, il permet de répertorier les risques existants dans votre entreprise. Donc les risques de toute nature, bien sûr, des risques liés au déplacement, des risques liés à l'utilisation de certaines machines, des risques psychosociaux liés à la charge de travail ou à l'organisation de travail, liés au management. Voilà, vraiment les risques dans leur entièreté et à tous les niveaux. Une fois que ces risques sont identifiés, il faut évaluer leur fréquence et leur degré de gravité éventuel. Il faut s'interroger sur ce que l'on a déjà mis en place pour limiter ces risques dans l'entreprise. Et puis, selon ce risque résiduel qui va rester malgré les mesures que l'entreprise aura déjà mises en place, il faudra s'interroger sur ce que l'on peut faire de plus pour limiter encore plus ce risque. Et d'ailleurs, le Code du travail ne nous dit pas qu'il ne doit y avoir aucune exposition à aucun risque professionnel dans une entreprise, puisque par essence, de toute manière, ce n'est pas possible. Mais il faut, si on ne peut pas éliminer un risque, il faut l'évaluer et faire en sorte de le limiter autant que possible. Et donc, le document unique, c'est un petit peu votre feuille de route en tant que chef d'entreprise pour aller vers des risques professionnels de plus en plus maîtrisés et bien identifiés surtout. Donc ça prend du temps. Je sais que les chefs d'entreprise ils mettent beaucoup d'énergie. C'est pas une démarche qui est toujours facile à animer, mais elle a beaucoup d'intérêt. Et certes, c'est une obligation contraignante au départ, mais notre conseil, je pense à tous, c'est vraiment de s'en servir comme d'une feuille de route, un levier, un outil d'animation pour la prévention dans l'entreprise. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue. Je peux juste ajouter une petite chose. Il y a l'INRS qui a mis un outil qui facilite en fait la rédaction de documents uniques et qui est très bien fait et qui peut aider les entreprises qui ne sont pas très à l'aise avec ce document.
Et ce document unique, est-ce qu'il doit être mis à jour, affiché dans l'entreprise? Comment Oui. ça se passe? Tout à fait. Le document unique doit être mis à disposition des salariés. Le CSE est consulté aussi sur ce document unique. Il est mis à jour annuellement et lors de toute modification importante effectuée dans l'entreprise qui a un impact significatif sur les conditions de travail. Voilà, dans les grandes lignes, il doit être mis à jour régulièrement, à minima une fois par an, et mis à disposition, affiché et conservé. Surtout, il faut conserver toutes les versions successives du document unique pendant 40 ans, il me semble. Ah oui, d'accord. En cas de contrôle, c'est ça, j'imagine. Exactement, oui. Ok. Et donc là, vous parlez de CSE, et dans les entreprises de moins de 50 salariés, j'imagine qu'elles sont aussi contraintes Oui. Alors, excusez-moi, juste, il y a une obligation qu'on n'a pas exposée, c'est l'obligation d'avoir un référent santé-sécurité dès le premier salarié. Donc, tout le monde est concerné. Puisqu'il faut avoir un salarié en charge de la santé et de la sécurité dès qu'on a un premier collaborateur. Voilà. Et donc également, quand il n'y a pas de CSE, les entreprises doivent également, justement, sans consultation, bien entendu, des partenaires sociaux, mettre à jour et construire et répertorier, cartographier les risques dans ce DU, dans ce document unique. Oui, tout à fait. Okay. S'il n'y a pas de CSE, l'entreprise est quand même tenue à cette obligation d'établir un document unique, d'avoir un référent santé et sécurité au travail. C'est la même chose qui s'applique. Et si un CSE est mis en place a posteriori, il devra bien entendu être intégré à la démarche. Donc il y a l'obligation. J'aimerais effectivement savoir comment ça se passe sur le terrain, parce que les obligations est souvent la réalité. Est-ce que les entreprises s'emparent de ce sujet? Est-ce qu'elles sont assez sensibilisées? Oui, nous on constate que les entreprises elles sont de plus en plus sensibilisées. Elles prennent en main le sujet de plus en plus. Alors parfois elles sont frileuses, elles ne se sentent pas forcément légitimes de parler, alors moi j'ai vraiment la casquette santé, donc de parler de santé avec leurs collaborateurs. Mais c'est vrai que quand on leur explique les bienfaits de la prévention, quand on leur explique vraiment l'objectif de ces actions et de mettre en place des formations pour les salariés, elles s'emparent du sujet. On les accompagne pour ça aussi. C'est notre rôle de les aider pour mettre en place des actions. Et en général, on a des bons retours de satisfaction suite à des actions. Et quand une action est mise en place, ça va très vite. On est vite recontacté pour mettre de nouvelles actions en place pour les mêmes entreprises, pour faire vraiment des actions pérennes dans le temps. Aurélie Lolagne, Jacques Rondeleu, vous dressez-vous le même constat? Est-ce que les entreprises s'emparent de ce sujet? Est-ce qu'elles sont sensibilisées? Alors sensibiliser de plus en plus parce que et notamment en matière de santé mentale, il y a vraiment des problématiques fortes qui émergent aujourd'hui sur les risques psychosociaux, le burn-out, l'épuisement professionnel, le harcèlement. C'est devenu vraiment des sujets forts. Donc je dirais aussi que le sujet, il est de plus en plus rentré dans le secteur tertiaire où il y a des moindres risques physiques peut-être, mais par contre où il y a de réels risques psychologiques, comme dans les secteurs hors tertiaire, bien sûr. On voit des entreprises qui sont de plus en plus demandeuses de conseils, d'idées d'action, même petites, sans parler forcément d'actions très marquantes au coup de poing, de mettre en place des petits leviers à la mesure aussi de l'entreprise et de ce qu'elle peut se permettre compte tenu de sa taille et de ses moyens, des petits leviers pour améliorer la qualité de vie au travail, sensibiliser un peu mieux ses salariés sur tel ou tel risque. C'est vraiment devenu un cœur de préoccupation, et d'autant plus que si on devait replacer ça dans une démarche plus globale de RSE, le pilier social, c'est quelque chose c'est un des piliers de la RSE, et cette RSE, elle devient aussi aujourd'hui importante pour signer des contrats des contrats de sous-traitance avec des plus grands groupes. Elle permet de répondre à des appels d'offres. Il y a aussi, mine de rien, un aspect économique quand même qui contraint les entreprises, et tant mieux, peu importe la porte d'entrée, contraint les entreprises à réfléchir plus attentivement aux risques au travail. Jacques Rondeleu, est-ce que vous dressez le même constat, vous qui accompagnez des chefs d'entreprise depuis de longues années, et quels sont les besoins précis de ces entreprises et de ces dirigeants?
Alors, je confirme ce que vous dites, effectivement, sur les risques pas émergents, mais qu'on voit émerger, plutôt, type les risques psychosociaux, et qui sont quand même sensiblement aggravés depuis qu'on a eu le Covid. On a une dégradation de la santé mentale en France. On voit même le gouvernement prend conscience, parce qu'il a fini par céder à l'ordre des psychologues sur le prix d'une consultation. Donc, ça montre bien qu'il ne cède pas aux médecins, mais il cède aux psychologues. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, qui aboutit à ça. Pour ce qui est du document unique, effectivement, l'obligation est de plus en plus rappelée par tout un tas d'interlocuteurs, les services de santé au travail, les mutuelles, les prévoyances qui jouent leur rôle en rappelant qu'il y a cette obligation, et comme conseil de l'employeur, ils doivent lui rappeler. Maintenant, dans beaucoup de cas, les gens ne savent pas comment l'appréhender. Et donc, il faudra les aider à l'appréhender, parce que finalement, le document unique, c'est une démarche d'amélioration continue de la santé et de la qualité de vie au travail. Donc, c'est quoi? C'est quels sont mes risques, à quoi je suis exposé. Donc, déjà, si on a eu des accidents du travail, qu'est-ce qu'on a eu comme accident du travail? Qu'est-ce qu'on a fait pour ne plus en avoir? Quels sont les risques que forcément on aura, type risque routier, parce que vous avez toujours des gens qui se déplacent pour venir au bureau. Et après, voilà, on regarde et on fait le tour des locaux, on regarde quelle exposition. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir répertorié un risque s'il n'est jamais apparu dans votre entreprise ou s'il n'y avait pas de raison qu'il apparaît. Si vous avez, je ne sais pas, l'entreprise de nettoyage qui a amené des produits chimiques dangereux dans vos locaux sans que vous le sachiez, et que vous avez un collaborateur qui s'est blessé en faisant couler le produit chimique, croyant, je ne sais pas, c'est du savon, vous ne serez pas responsable, même s'il a un accident grave. Donc voilà, le principal, c'est de répertorier ces risques et de montrer que vous faites un effort pour les répertorier, de mise à jour. Mais ce n'est pas quelque chose de très lourd, il ne faut pas prendre le formulaire INRS 3025, remplir toutes les questions tous les ans et se dire, voilà, c'est vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue et d'écouter les collaborateurs. Parce que ce qui est important, c'est aussi les écouter. À quels accidents ils ont été exposés, ou presque accidents. Est-ce qu'ils ont failli glisser sur une marche et se fracasser la nuque ou pas? Voilà, c'est important. Est-ce qu'ils ont pris les pieds dans le fil qu'on vient de mettre pour mettre une rallonge? Ça, c'est les risques auxquels il faut... Voilà. Lucie Rouille, vous qui accompagnez, vous qui aidez les entreprises à trouver les prestataires, à coordonner les actions, quel est votre point de vue, votre ressenti? Quelles sont les demandes des entreprises? Alors, la première demande des entreprises, c'est vraiment l'accompagnement. On est vraiment là pour les conseiller, pour les orienter. En général, elles nous contactent et elles ne savent pas vers quelle thématique s'orienter pour la prévention, justement. Donc, le premier conseil qu'on leur donne, c'est de voir aussi avec les partenaires sociaux de l'entreprise, de voir avec les salariés s'il y a des problématiques qui remontent dans l'entreprise ou pas, parce que parfois, on peut avoir des salariés qui ne reprochent pas grand-chose en termes de risque et de santé. Donc, la première étape, c'est vraiment de s'informer sur les risques que l'entreprise peut rencontrer, les salariés peuvent rencontrer. Ensuite, donc c'est cet accompagnement-là qui est demandé. Ensuite, en termes de thématiques, on a énormément de demandes sur les troubles musculo-squelettiques, par exemple, qui touchent tous les secteurs d'activité, Aurélie le disait. On a énormément de... les troubles musculo-squelettiques, c'est 87% des maladies professionnelles. Et en général les membres supérieurs, donc les épaules, le dos, et la main, les doigts, les poignets, donc ça touche vraiment tous les secteurs d'activité. Donc les troubles musculo-squelettiques, c'est la thématique qu'on nous demande. On a également les gestes de premier secours, parce que les entreprises ont une obligation de sensibiliser les collaborateurs qui partent prochainement à la retraite aux gestes de premier secours. Et puis les gestes de premier secours, on n'a plus besoin de présenter l'utilité de se former. Les entreprises en ont conscience, donc elles font de plus en plus la démarche pour se former. Et ensuite, on a des demandes plus ponctuelles, mais sur des temps forts. Par exemple, sur la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail, qui est de plus en plus relayée dans les milieux professionnels. Les salariés ont de plus en plus d'attentes envers leur entreprise, et donc les entreprises se mobilisent davantage sur ces temps forts dans l'année, et nous on est là pour les accompagner à ce niveau-là. Donc les TMS, Pierre Pellegrin, vous êtes forcément concerné par cette thématique. Comment vous, dans votre entreprise, donc je répète, c'est une PME industrielle de 50 collaborateurs, comment se formalise cette démarche de prévention santé au travail? Alors, la démarche de prévention santé au travail, tout à l'heure, on se posait la question de savoir si les entreprises étaient sensibilisées. Oui, je pense qu'on a été longtemps sensibilisés, notamment par l'INRS, par les services de santé au travail qui accompagnent les entreprises sur ces sujets-là. Les fameux
risques professionnels dont on faisait mention pour l'élaboration du document unique. Je pense que c'est des sujets assez empreints dans la culture des entreprises françaises aujourd'hui et qu'elles y font attention. Concrètement, je pense qu'il y a quand même un écart entre ce que demande la loi, ce qu'impose la réglementation, ce qui idéalement il serait bien de faire, et ce que font effectivement les entreprises. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir peur du DU. Bon, dans le concret des choses, un document unique, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus lisible et de plus évident. On est d'accord. Donc, mine de rien, quand on arrive à la couche, on va dire, opérationnelle et sur le terrain, c'est quand même des sujets qui sont complexes à mener. Et notamment, on parlait aussi de ces nouveaux risques, ou des risques émergents qui sont un peu nouveaux. Pendant longtemps, maintenant, on arrive à gérer les risques traditionnels en entreprise. J'ai une entreprise industrielle, j'ai des risques parce que je fais de la soudure, donc il y a des risques de brûlure, parce que je porte des charges lourdes, il y a des risques qui sont liés, qui sont identifiés, qui sont maîtrisés par l'entreprise, par les collaborateurs, du coup, par les référents sécurité et par la médecine du travail. Après, effectivement, comme on vient de le dire, il y a des nouveaux risques qu'on commence à identifier, qui commencent à être reconnus. Alors, ça correspond à certains sujets qu'on ne voyait pas avant, notamment dans les activités tertiaires, on le disait, tous les risques psychosociaux, les risques liés à l'ergonomie au travail des personnes à leur bureau, j'ai envie de dire, tout simplement. Et sur ces sujets-là, il y a un accompagnement qui commence à se faire, mais je trouve que sur le terrain, c'est pas encore ça. Voilà. Encore une fois, pour résumer, pendant 20 ans, on a été très martelé par les risques assez traditionnels. Et les nouveaux risques, il faut qu'ils commencent à rentrer en entreprise et à venir sensibiliser les collaborateurs et les employeurs sur ces sujets. Alors, la médecine du travail fait un boulot, les mutuelles font aussi un boulot, mais il faut que ça se diffuse, et notamment dans les PME, qui n'ont pas toujours les moyens, ni financiers ni humains, de se mettre constamment à niveau sur ces sujets-là. Donc voilà, il faut prêcher la bonne parole pour que ça se diffuse, encore une fois, jusqu'aux petites entreprises. Vous avez été accompagné il y a 2 ans par la médecine du travail. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les actions de sensibilisation et peut-être même de formation que vous avez pu mettre? Effectivement, la médecine du travail nous a accompagnés concrètement sur des sujets d'ergonomie au travail, de gestes et postures, à la fois dans l'atelier pour les travaux un peu plus lourds, pour les ports de charges lourdes. On a travaillé à 2 niveaux. Effectivement, on parlait tout à l'heure de l'évaluation des risques. Le meilleur moyen pour gérer un risque, ça serait théoriquement de le supprimer. Quand on a dit ça, on ne fait plus rien. Donc il faut trouver la juste mesure entre limiter les risques et puis former les gens, leur apprendre tout simplement à comment bien se poster à leur poste de travail. Et ça va jusque dans les bureaux, même les postes administratifs ont maintenant des formations sur comment on s'installe correctement face à un écran d'ordinateur, comment on positionne correctement son fauteuil, sa souris, son clavier, pour essayer d'anticiper ces fameux risques, les troubles musculo-squelettiques auxquels on fait face aujourd'hui. Et la médecine du travail, effectivement, accompagne via l'intervention d'ergonomes, il me semble, ergothérapeute peut-être, sur ces sujets-là. Voilà, on fait vraiment concrètement le tour de tous les postes dans l'entreprise pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Juste 2 petites choses. D'abord, ce que fait la médecine du travail, là, théoriquement, aujourd'hui, elle ne peut plus le faire, puisque depuis la loi de 2021, l'émission
principales obligatoires et dans le cadre de la cotisation de la médecine du travail se répertorier, donc il y a l'usure professionnelle. Éventuellement, certaines tâches, on pourra passer sur l'usure Et je professionnelle. vous rassure, elle n'a plus le temps de le faire. Oui, non, mais en plus, maintenant, voilà, elle doit se concentrer sur ses missions principales et ça n'en fait pas partie. Et deuxième chose, ça m'a rappelé quelque chose qui est important aussi, c'est que vous pouvez équiper les salariés en équipement de protection individuelle, mais s'ils ne les portent pas, le risque il reste, même si vous avez rempli votre obligation. Regardez quand vous allez au supermarché, les bouchers, les charcutiers, les poissonniers, ils n'ont jamais de gants. Hein. Alors que théoriquement, vous leur fournissez, c'est obligatoire. Hein. Mais voilà. Et c'est la même chose pour les portes de charge. Et on allait dire, il y a les exosquelettes, maintenant, il y a des trucs merveilleux. Hein. Vous pouvez, mais il y a des personnes qui ont un physique et qui sont capables de lever des kilos avec des exosquelettes, mais si les gens, ça se trouve, les mettront pas. Mettre l'exosquelette, le mettre en marche pour relever la charge, ben, c'est compliqué. Mais ça, on va aller jusqu'à l'exosquelette. Effectivement, le combat du quotidien ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, c'est les gants, les chaussures de sécurité, les bouchons d'oreilles, les lunettes. C'est un combat quotidien dans un atelier. Il y a toujours... alors, c'est jamais de la mauvaise foi du collaborateur qui va dire non, j'ai pas envie ou j'aime pas. C'est souvent juste des oublis, tout simplement. Des oublis ou des habitudes qui ne sont pas ancrées. C'est un combat du quotidien, tout à fait. Alors, lorsqu'on veut mettre une démarche de prévention santé en entreprise, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Par où on doit commencer? Il faut faire quoi? Il faut réunir les collaborateurs, il faut dresser un état des lieux, il faut questionner les collaborateurs, mener des études. Jacques Rondeleu, peut-être. Alors déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est nommer un chef happiness officer. Ça, c'est une non-solution. Ou mettre un billard ou une table de ping-pong, ça ne résoudra pas les problèmes. Ou mettre des pommes et des fruits dans le local. Ça, voilà, ça vous couvre de rien et ça n'apporte rien. Après, ce qu'il faut juste, c'est d'abord écouter les collaborateurs, parce que le principal, ça a été dit, c'est de répertorier les risques. Voilà. Donc, il faut commencer par répertorier les risques. Et les répertorier, ça veut dire savoir à quoi les collaborateurs sont exposés. S'il y a des escaliers que vous ne prenez jamais, qu'il y a des marches glissantes, et vous ne saurez pas que les marches sont glissantes. Par contre, si un collaborateur vous le dit, vous pourrez prendre des mesures. Et si c'est rien, une bande autocollante, et le risque est éliminé ou quasi éliminé. Donc, ce n'est pas forcément des investissements très importants de mettre de la sécurité dans les locaux. Hein. Ou si vous avez un collaborateur qui mesure 2,10 m, il y a un moment, il va falloir marquer qu'il peut se cogner la tête, alors que tout le monde passe en dessous sans problème. Voilà. Si je peux le permettre, pour la santé, du coup, vraiment orienté santé, c'est vrai que le fait d'ajouter une activité physique au quotidien pour limiter les TMS en l'occurrence, mais plein d'autres maladies, ça, les salariés l'ont plus ou moins en tête. C'est vrai que c'est difficile de mettre en place des choses concrètes dans l'entreprise, mais du coup, une des actions que l'on peut faire pour que ça fonctionne et pour que les salariés se sentent impliqués dans cette démarche de prévention, c'est de co-construire les actions avec eux. Donc vraiment, se concerter avec les salariés pour pouvoir mettre en place une action qui leur paraisse vraiment utile et intéressante, qui leur apporte des informations nouvelles et pas des choses que tout le monde sait déjà et finalement qu'ils n'appliquent pas au quotidien. Donc vraiment impliquer les salariés dès le début en fait de la démarche de prévention pour pouvoir co-construire l'action avec eux et faire une action qui soit engageante, collaboratrice, quelque chose qui soude les équipes et qui ait vraiment un impact fort sur les collaborateurs. Aurélie Lolagne, effectivement, vous m'indiquiez pendant nos entretiens préalables que en gros, il était impératif de créer rapidement un engagement collectif. C'est effectivement ce que Lucie Rouille dit. Concrètement, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, comme l'ont dit mes collègues ici présents, dès la phase évaluative des risques, il faut associer ces salariés, puisque qui de mieux qu'eux pour connaître les gestes, les contraintes sur un poste, les outils qui sont utilisés, éventuellement les dangers que peuvent représenter certains de ces outils, les locaux de l'entreprise. Bien sûr que eux ont un regard très précieux pour vous, chef d'entreprise, qui ne pouvez pas avoir les yeux partout, même si vous essayez bien sûr de le faire. Donc il faut tout simplement réunir ses salariés, managers, ceci en a un, toutes les parties prenantes pour connaître vraiment ces risques que certains vous auriez pu peut-être louper ou
ou en tout cas ne pas identifier clairement. Ensuite, bien sûr, ne reproduisez pas à tout prix des modèles existants de documents uniques ou d'outils qui vont peut-être pas vous ressembler, qui seront un petit peu inadaptés à votre structure d'entreprise. Voilà, construisez, comme le disait Lucie, co-construisez aussi peut-être avec vos salariés certains outils. Alors le document unique, c'est un petit peu gros pour solliciter tous vos salariés éventuellement, mais vous pouvez vous appuyer sur un ou deux managers qui ont des positions, des rôles opérationnels assez forts par exemple. Mais en tout cas, appropriez-vous vraiment votre démarche. Tout à l'heure, on disait, voilà, c'est quelque chose de chronophage, de difficile, surtout la première fois qu'on le fait. Donc, prenez ce temps au début. Mais une fois que c'est fait, vous verrez, surtout si vous avez fait quelque chose qui vous ressemble, ça sera beaucoup plus facile à prendre en main, à animer au quotidien. Et d'autant plus si vous avez intégré les salariés à cette démarche. Et du coup, pour le déploiement des actions, parce que l'idée, c'est bien sûr d'évaluer, mais ensuite de se donner des mesures pour limiter plus les risques. Dans le déploiement des actions, ne pas hésiter à responsabiliser chacun. Ça fait un peu publicitaire, mais bon, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, si chacun a son petit rôle à jouer dans la sécurité et la prévention des risques, ça marchera beaucoup mieux. Bien que l'employeur devra toujours faire beaucoup d'efforts de sensibilisation, parce que oui, les EPI sont mis à disposition. Chaque année, on fait des rappels, on affiche, oralement, on rappelle l'intérêt, etc. Mais il y a quand même toujours des loupés. Mais bon, en infusant cette culture petit à petit où chacun est responsabilisé, ça marche mieux. Et en matière de sécurité, il n'y a pas de petite victoire, je dirais. Donc, de toute manière, ce seront des efforts payants à un moment ou à un autre. Et j'irai peut-être même parfois plus loin. J'ai des entreprises que j'ai pu croiser ou accompagner qui ont même objectivé des managers sur la sécurité et la prévention des risques chaque année en leur demandant de mener à minima 2 ou 3 réunions de sensibilisation de leurs salariés sur tel sujet, ou de s'occuper d'organiser une formation sur tel risque, ou de les réunir une fois dans l'année pour balayer les risques professionnels auxquels ils s'exposent dans tel corps de métier, par exemple. Ça peut aussi être intéressant de mettre un peu une notion d'objectif sur certaines personnes clés de votre entreprise, voire même à plus grande échelle. Mais voilà, c'est aussi un levier intéressant pour votre entreprise. Quand on parle de responsabilisation, est-ce que, par exemple, les JO, les Jeux Olympiques vont débuter très prochainement en France. Est-ce que ça peut être l'occasion de mettre en place des challenges sportifs, je sais pas, d'inciter les salariés à prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur? Est-ce que ce sont des pistes qui permettent justement de créer une émulation dans une entreprise? C'est tout. C'est une question. C'est très bien de prendre en compte la santé de ses collaborateurs et de faire des actions qui vont et faire de la prévention santé. Mais il faut d'abord avoir traité l'obligation. C'est pour ça aussi que je disais, il faut commencer par l'obligation de l'employeur. Et l'obligation, c'est la santé et sécurité au travail. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous aurez fait, les aurez sensibilisés, vous les aurez tous inscrits à un marathon et préparés pour faire un marathon, que s'il y a quelqu'un qui glisse et qui se fracasse la jambe, vous ne serez pas jugé responsable si vous n'avez pas prévu la glissade. Donc, voilà, il faut commencer par traiter de la prévention dans l'entreprise avant de traiter la santé, même si c'est bien de... Et c'est là où je pense qu'on a un sujet aujourd'hui. On essaie de distinguer je ne sais pas si on doit, mais le Code du travail distingue la sécurité et la santé. C'est deux termes, en tout cas, bien différents dans le Code du travail. Pour autant, l'employeur a une obligation de résultat sur les deux. Et aujourd'hui, avec ces fameux nouveaux risques, notamment les risques psychosociaux, on sent qu'il y a une porosité entre les deux sujets. Ouais. Voilà. Est-ce qu'un burn-out, c'est de la santé, c'est de la sécurité, c'est du professionnel, c'est du non-professionnel? Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a pendant 20, 30, 40 ans martelé un peu les entreprises avec les obligations de sécurité assez basiques. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les deux se mélangent, où effectivement la santé est un enjeu primordial. Pour autant, est-ce que c'est complètement distinct de la sécurité?
Je pense pas. Hein. Sauf que je pense que c'est là où les employeurs sont démunis aujourd'hui, où on a été beaucoup accompagné sur la sécurité en tant que telle, et que la santé devient le nouvel enjeu. Et là, je pense à l'accompagnement effectivement des mutuelles et d'autres services. Et, la médecine du travail, où il y a... on doit réussir à mélanger les deux, et pour autant, une des difficultés, c'est on se retrouve à un moment confronté à la vie privée, au secret médical. Alors, il y a quelques barrières qui fait que le mélange se fait pas forcément bien. Et là, l'employeur peut parfois être en difficulté. J'ai un exemple récent là-dessus, c'est un site qui est en train de fermer, un site industriel qui est en train de fermer, c'est Réseau 2. Et ils veulent faire une reprise de l'activité partielle pour permettre d'éliminer les produits dangereux. Donc ils ont besoin des collaborateurs qui connaissent le site, la sécurité du site, les fonctionnements du site. Et quand même, par précaution, on a fait des tests avec des questionnaires validés scientifiquement, et on a des collaborateurs qui, par les événements de vie qui sont en train de vivre, c'est-à-dire la fin du site et ses conséquences psychiques, sont incapables de travailler en sécurité. On a des syndromes anxio-dépressifs qui sont très marqués chez 50% des collaborateurs. On a des troubles de l'attention qui sont très marqués chez les collaborateurs. Donc, c'est pas possible de les faire travailler sans faire prendre de risques à l'ensemble du personnel. Donc, voilà les impacts qui sont pas forcément que de l'entreprise, mais qui sont des conséquences de leur vie. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Aurélie Lolagne tout à l'heure. Vous disiez qu'il ne faut pas se priver d'apports extérieurs. Lorsqu'on dresse un état des lieux, il faut associer les managers, les dirigeants, les collaborateurs. Est-ce qu'il y a peut-être des partenaires externes qui peuvent intervenir, accompagner les entreprises? Je pense à la CARSAT, je pense à la RAC peut-être. Lucie Rouille, ou est-ce que quelqu'un peut accompagner les chefs d'entreprise? Alors, Oui, Lucie, vas-y. alors donc vous les avez cités, la CARSAT entre autres, la médecine du travail, les mutuelles peuvent accompagner les entreprises. C'est vrai qu'il y a plusieurs ressources. Il peut y avoir des prestataires externes qui ont l'expérience dans l'accompagnement et dans le diagnostic des risques. Donc les entreprises, elles peuvent s'entourer si elles n'ont pas les ressources en interne. En effet, il ne faut pas attendre d'avoir ces risques-là pour pouvoir pour commencer à les évaluer. Pierre Pellegrin, est-ce que vous avez bénéficié d'accompagnement au-delà de la médecine du travail qui est intervenue il y a 2 ans pour justement avec des ergothérapeutes pour identifier les risques et peut-être vous suggérer l'amélioration de certains postes de travail? Est-ce que vous avez bénéficié d'autres aides et d'autres accompagnements? Et quand je parle d'aide, y compris d'aide financière. Oui, alors aide financière, oui, certaines sur des investissements de certains matériels. Je pense notamment à des préhenseurs de charges lourdes qu'on a pu mettre en place dans l'entreprise, pour lesquels, alors, pour le coup, on n'a pas eu d'aide financière, mais on a eu un accompagnement sur le choix. On a eu des accompagnements un peu plus ponctuels, liés notamment à l'adaptation des salariés en difficulté ou en situation de handicap. Où là, effectivement, alors de mémoire, ça a beaucoup changé de nom, mais il y avait l'AGFIP, Cap Emploi, oui, qui accompagne les salariés, les employeurs, et les salariés sur ces sujets-là. Et la CARSAT aussi, de mémoire, est effectivement intervenue chez nous. Là, pour le coup, sur des sujets plus globaux, tout à l'heure, on parlait de la gestion des risques et de l'identification des risques. Dans la gestion des risques, on aime bien dire que au début, on essaie de supprimer le risque. Si on ne peut pas supprimer le risque, il faut d'abord traiter l'incidence globale pour ensuite traiter l'incidence individuelle. C'est-à-dire que l'équipement individuel des salariés, normalement, doit être la dernière étape. Et donc, dans cette optique-là, la CARSAT nous a aidé à faire un état des lieux de notre atelier, il y a quelques années de ça, sur les sujets de bruit, de résonance des machines, parce qu'on a beaucoup de machines-outils, essayer de faire une cartographie du bruit pour, plutôt que d'équiper chaque salarié de bouchons-oreilles, de bouchons moulés notamment, essayer de
de neutraliser le bruit à sa source. Donc c'est vrai qu'on a fait un gros travail à ce sujet-là, et la CARSAT à cette époque-là nous avait beaucoup accompagnés. Tout à l'heure, vous parliez d'obligation de résultats sur la santé et la sécurité. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont opérés? Et est-ce qu'il y a même des sanctions Oui. appliquées? Oui, Vous avez eu des contrôles, Pierre On a eu Pellegrin? des contrôles de la CARSAT. Oui, d'accord. On a des contrôles de la CARSAT sur ces sujets-là. On peut avoir des contrôles de l'inspection du travail sur la qualité de vie au travail et sur la gestion de certains risques. Et tout simplement, j'ai envie de dire, qui n'est pas un contrôle, mais la sanction la plus lourde, c'est le prud'homme. Monsieur Brassens. Aussi, C'est quoi? C'est le risque pénal, en gros? C'est Le ça? risque pénal, Le risque pénal de si vous avez un l'employeur. accident grave d'un collaborateur, vous risquez de... Alors, c'est pour ça que j'ai réagi avec mesure. Si vous n'avez pas de document unique, vous avez un contrôle de la CARSAT, vous avez un contrôle de l'inspecteur du travail, le risque que vous avez, c'est une amende de 1 500 €. Donc, il peut plus vous pénaliser parce que vous allez faire changer les ampoules par les collaborateurs. Vous avez 3 collaborateurs et vous dire 3 fois formation non effectuée, 3 500 €, ça vous coûte encore plus cher s'il met l'amende. Mais l'inspecteur du travail et le contrôleur de la CARSAT ne peuvent vous donner que des amendes. Par contre, s'il se produit un fait grave dans l'entreprise, là, vous êtes pénalement responsable en tant que chef d'entreprise. Et donc là, il y a une vraie responsabilité. Il ne faut pas la nier. Voilà. Comment vous caractérisez une faute grave? C'est un collaborateur qui se casse une jambe ou ça va au-delà? C'est 2 collaborateurs qui partent... alors non, je vais changer parce que dans la route, je suis très prudent avec ça. Oui. On va dire, c'est une plainte pour harcèlement que vous n'avez pas traité ou une plainte pour agression sexuelle que vous n'avez pas D'accord. traité. Et ben, vous pouvez vous trouver en garde à vue pendant 48 heures. Donc, vous retrouvez qu'on vient de vous chercher au bureau avec les menottes, justifiées ou pas, je ne juge pas. Mais pour le citoyen normal, c'est déjà assez perturbant. Et moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui se retrouvaient comme ça, avec les menottes et faire 48 heures de garde à vue. Ben, je peux vous dire qu'ils étaient lessivés. Même quel que soit ce qu'ils aient fait ou pas, ils n'étaient pas formés à ce genre d'épreuves et ils les ont très mal vécues. Donc voilà. Ça commence par là, plus après les risques de procès pénal, parce que vous n'avez pas traité de la discrimination en entreprise. La discrimination, c'est très très vite fait aujourd'hui. Ouais, donc c'est aussi bien effectivement sur le volet la santé mentale que la santé physique, effectivement, où là il y a un accident, où malheureusement c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des accidents graves, voire même des décès en entreprise. Et vous êtes le seul responsable. Ouais, même si vous avez un référent santé et sécurité, même si vous avez été accompagné par la CARSAT, même si tout le monde est venu vous aider, vous conseiller, ben voilà. Et, excusez-moi, en matière pénale, même s'il n'y a pas de dommages subis par le salarié, le simple fait de l'avoir mis à risque du fait d'une faute caractérisée ou d'une violation délibérée des dispositions du Code du travail, expose l'employeur à des sanctions pénales, donc même s'il n'y a pas de dommages. Donc on parle d'accident, mais on engage aussi sa responsabilité en mettant en danger autrui, même si ça n'a pas résulté en une blessure ou pire. Quelles sont les aides dont peuvent bénéficier les employeurs aujourd'hui? Jacques Rondeleu. Je pense qu'il y a plus d'experts que moi sur le sujet, mais il y a le fonds, pour une entreprise privée, il y a le fonds d'amélioration des conditions de travail qui doit vous donner des aides. Il y a les aides qu'on a évoquées pour tout ce qui est les situations de handicap, par l'AGFIP ou Cap emploi et d'autres organismes, et puis l'arrêt aussi de la cotisation handicap. Si vous devez recruter des personnes handicapées. Il y a maintenant, depuis l'année dernière, le fonds, le FIPU, je crois qu'il s'appelle. Fonds d'indemnisation de prévention contre l'usure professionnelle. Voilà, donc je ne sais pas trop comment il va fonctionner encore. Donc les fonds mobilisables, et puis vous pouvez avoir tout simplement, nous, je vois avec les assureurs avec lesquels on travaille, parfois aussi ils font des ristournes de cotisation où ils prennent en charge une partie de l'intervention. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, mais ça, c'est pas à moi de répondre là-dessus. Mais voilà, il y a différentes aides, mais je dirais que c'est parfois aussi difficile à mobiliser qu'à faire intervenir, quoi.
Oui, je complète. En effet, on parlait de la RACT et de la CARSAT. Elles ont pas mal d'aides, notamment à destination des entreprises de moins de 50 salariés, essentiellement. Donc, je vous invite vivement vraiment à regarder leur site parce qu'il y a les subventions, voilà, selon les enveloppes, elles sont ouvertes, puis elles ne le sont plus, elles changent d'une année sur l'autre. Mais il y a toujours des subventions mobilisables, surtout si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés. Le FIPU dont on parlait est ouvert à toutes les entreprises. C'est sur des risques ergonomiques en particulier. Donc là aussi, il faut un petit peu regarder le cahier des charges, les conditions, mais ça peut être un levier intéressant. Et puis... je me suis amusée un peu à regarder toutes les aides CARSAT en ce moment. C'est assez large, hein. Vous avez une subvention top BTP, une subvention pour l'amiante, donc là pour l'achat de matériel de protection contre l'amiante. Vous avez la même chose pour le risque chimique, les équipements. Pareil pour le captage des fumées de soudage, le captage de la peinture en menuiserie. Donc c'est assez large, plus des accompagnements ensuite qui sont financés sur les TMS notamment, et des accompagnements sur les risques professionnels de manière plus générale, le pass Acquis-Prev. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder. Et en ce moment, on parlait du Fonds d'amélioration des conditions de travail, le FACT. Il y a un appel à projet sur le travail en agriculture. Je ne sais pas si dans la salle ou à distance, il y a des chefs d'entreprise que ça peut intéresser. Il y a un appel à projet ouvert en ce moment, donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Et puis ces organismes, ils proposent aussi des formations, bien sûr, et parfois des appels à candidature pour des expérimentations, des formations immersion, des choses un petit peu plus originales. Ça peut être des bonnes ressources également. Et puis n'oubliez pas vos OPCO pour la partie formation pure et dure. Certains OPCO financent des formations obligatoires de sécurité, les habitations électriques, les formations SST, les CACES, tous ne le financent pas, mais certains le font. Et les entreprises, notamment les moins de 50, ont des budgets alloués à ça, donc n'hésitez pas aussi à les solliciter à ce sujet. Et effectivement, il y a également des mutuelles qui prennent en charge donc certaines actions de prévention sous condition. La mutuelle Océane Matmut prend en charge également des actions de prévention, la mise en place d'actions en présentiel ou en distanciel pour les entreprises adhérentes. Pardon, je parle plus fort. Pour les entreprises adhérentes. Et donc, il y a un vrai accompagnement et dans la démarche de mettre en place des actions de prévention et dans le financement. Donc pour précision, effectivement, même si tout cela était déjà bien riche, donc le FIPU a été créé en 2023. Il y avait une enveloppe budgétaire gouvernementale qui a été mise à disposition de 30 millions d'euros en 2023 et qui passe à 200 millions d'euros en 2024. Effectivement, là, ils font le focus sur vraiment la prévention des risques en entreprise. Et le FACT dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il est mis à disposition par l'ANACT. Et donc, ils font régulièrement des appels à projets en fonction, effectivement, de différentes thématiques, donc l'agriculture. C'est l'ANACT qui est chargé d'examiner les dossiers, mais théoriquement, il ne doit pas être utilisé par l'ANACT. Et les ARACT. Voilà, c'est ça. Et ce particularité française où les acteurs travaillent en dehors de leur secteur d'intervention. Et ce fonds-là, le FACT, est vraiment dédié aux petites entreprises, enfin, on va dire aux TPE-PME, parce qu'il est réservé aux entreprises de moins de 300 collaborateurs. Ça, je pense qu'aussi c'est important de le préciser. Pierre Pellegrin, vous mettez en place depuis donc, de longues années cette démarche de prévention santé. Parfois, on n'en a pas parlé aussi avec des packages au niveau de la mutuelle, des efforts de sensibilisation, de formation, bien entendu, on en a longuement parlé. Qu'est-ce que vous ressentez? Quels sont les bienfaits d'une telle démarche? Les bienfaits d'une telle démarche, ils sont difficilement quantifiables sur ces sujets-là. Je m'explique, on ne sait jamais si le fait d'avoir mis en place ces actions-là a permis d'éviter des accidents, d'éviter des maladies, d'éviter de l'absentéisme. Vous voyez, c'est jamais un pansement. Mais on se dit que dans tous les cas, c'est une obligation légale. C'est un avantage employeur que d'avoir des collaborateurs qui sont bien au travail, qui sont sécurisés, qui ont envie de venir, qui bossent dans de bonnes conditions et que on ne peut pas aujourd'hui ne pas le faire. Voilà. Donc il faut un peu se résoudre et se dire que
c'est un sujet primordial pour les employeurs, que ça soit, comme on l'a dit tout à l'heure, un aspect de sécurité pure au travail ou si on veut dévier jusqu'à la santé du collaborateur et jusqu'au bien-être au travail, c'est des sujets qu'on doit prendre à bras le corps. Et voilà, parce que la loi ne nous l'excusera pas et la santé du collaborateur non plus. Donc voilà, le bien-être du collaborateur, je pense, doit être une priorité pour n'importe quel employeur. Lucie Rouille. Justement, donc avec la casquette santé, donc je rejoins mon collègue qui dit que c'est difficilement quantifiable. La prévention, c'est un travail de longue haleine, on le sait, c'est à du moyen long terme, voire très long terme pour certaines actions. Il est difficile de toucher un salarié ou n'importe qui, en fait, qui n'est pas réceptif au moment où on fait l'action. Voilà, on peut potentiellement ne pas toucher cette personne à ce moment-là. En revanche, on plante une graine dans la tête de la personne pour qu'elle prenne soin d'elle, pour qu'elle mette en place des actions et des comportements dans son quotidien pour améliorer son bien-être. Et ça prendra quand ça prendra, c'est-à-dire que si la personne, au moment où on fait l'action, n'est pas réceptive tout de suite, elle peut être réceptive demain, après-demain ou encore après-demain, et avoir ce bienfait-là à long terme. Pour le salarié, pour les collaborateurs, il y a ce bienfait de la prévention dans la diminution des risques de maladie. Il y a un chiffre très parlant qui a été publié par l'Institut national du cancer, qui est que 40% des cas de cancer peuvent être réduits par un changement de comportement ou de mode de vie. Donc près d'un cancer sur 2. Donc potentiellement, faire une action de prévention santé pour les collaborateurs, c'est réduire les risques d'apparition de maladies et donc forcément améliorer le bien-être à long terme. Pour ce qui est du bienfait des actions de prévention pour les employeurs, alors c'est vrai que c'est pas quantifiable, c'est difficilement quantifiable, mais on peut se douter qu'un salarié qui est en bonne santé et qui est physique ou mentale aura une meilleure j'ai perdu le mot, pardon. Une meilleure productivité, pardon. Et donc, forcément, moins d'arrêts de travail et à terme, quand même, des économies pour l'employeur. Donc, je parlais des troubles musculo-squelettiques. On sait que c'est 87% des maladies professionnelles, c'est 45% d'invalidité. 45% des troubles musculo-squelettiques engendrent une invalidité. Donc, potentiellement, il y a quand même des bienfaits pour l'entreprise dans la réduction d'arrêt de travail et donc dans la productivité. Aurélie Lolagne, vous qui accompagnez également les entreprises, vous constatez les mêmes choses? Oui, tout à fait. Bon, c'est comme on disait, c'est pas toujours évident de mesurer l'impact d'une action de prévention, surtout que ça... Généralement, c'est une approche globale, donc il y a plusieurs mesures qui sont mises en place en parallèle. Mais on ressent des effets très concrets dans des entreprises. Par exemple, j'ai accompagné une biscuiterie un petit peu dans l'amélioration justement de la qualité de vie au travail. La chef d'entreprise avait constaté que les opérations de tri des biscuits et de conditionnement des biscuits généraient des tendinites ou en tout cas des tensions dans les poignets et des douleurs. On a fait venir un ostéopathe qui a un petit peu observé le poste de travail, les gestes réalisés, a interrogé les salariés et ensuite a proposé des exercices d'échauffement donc, pour que les poignets soient un peu mieux sollicités et que le salarié soit prêt à utiliser ses poignets pour ces opérations très répétitives. Cet échauffement a été mis en place avec 10 minutes réservées pour ça, dédiées, donc ça c'est pareil. C'est bien de s'interroger sur des actions, mais il faut aussi mettre un cadre qui permette à ces actions de se pérenniser, d'être ritualisées. Donc cet échauffement a été mis en place et à la suite de cet échauffement qui a été réajusté parce que ça ne répondait pas encore tout à fait aux besoins. À la suite de ça, on a réinterrogé les salariés et
il y en a beaucoup, de mémoire 70%, qui nous ont signalé que la journée se passait mieux et terminait avec moins de douleurs. Donc il y a des impacts concrets qui émergent et qu'on peut voir, et c'est tangible à la suite de mesures qui sont mises en place. Ce qui était intéressant, c'est que c'est pas quelque chose de très compliqué pour le coup. Donc il y a plein d'actions qui sont à la portée de toutes les entreprises. Là, voilà, ça a pris juste un petit peu de temps de faire venir un ostéopathe, de le rétribuer un petit peu et de former un peu les salariés. Et voilà, finalement, c'est pas quelque chose de trop compliqué. Cette entreprise est aussi passée à la semaine de 4 jours pour améliorer proposer un autre aménagement du temps de travail à ses salariés, qui a été plutôt bien perçu, mais ça avait aussi un intérêt, c'était de garder les fours allumés plus longtemps, parce qu'une fois qu'ils sont allumés, ils sont lancés. Donc tout ça pour dire que ça peut aussi trouver un écho sur un aspect économique, encore une fois, pour l'entreprise, de s'interroger sur la prévention des risques. Voilà. Je peux juste rajouter, il y a l'Association internationale de la sécurité sociale, qui est donc un gros organisme qui regroupe plus de 300 organismes de sécurité sociale dans plus de 150 pays du monde, qui a publié des chiffres. Donc bon, on prend pas, mais c'est 1 euro investi pour la prévention égale 2,20 € minimum de retour sur investissement. Voilà, j'ai vu ce chiffre aussi. mes propos, parce que du coup, c'est les derniers chiffres qui sont parus. Tout à fait. Il faut que l'action soit forcément bien menée, qu'elle ait un impact positif et qu'elle soit acceptée par les salariés. Donc il y a toutes les conditions autour pour que ce retour sur investissement soit positif. Mais en tout cas, à long terme, la prévention peut vraiment avoir un bienfait et pour l'entreprise et pour les salariés. Alors peut-être, allez-y, un dernier mot. Après, j'ai pas mal de questions qui se bousculent, mais allez-y. Oui, juste en 2 mots. Les effets positifs, effectivement, on a beaucoup de mal à les mesurer. Par contre, il y a un effet négatif qu'on constate depuis 2020, c'est une montée de l'absentéisme. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, quand vous êtes chef d'entreprise, l'absentéisme est un coût. Donc si vous arrivez à réduire l'absentéisme, vous avez déjà des gains à attendre significatifs. Le deuxième point, et ce qu'il faut savoir aussi par rapport à l'absentéisme, c'est qu'on sait, là, toutes les études internationales le démontrent, que très vite, l'absentéisme, les facteurs psychologiques sont les plus importants dans l'absentéisme. La peur de retourner au travail, comment mes collègues vont me juger, comment ils ont fait pour me remplacer pendant qu'ils n'étaient pas là, tout ça a des conséquences. Donc le salarié a de plus en plus de mal à retrouver au travail. Donc moi, si j'avais une recommandation à ce niveau-là, c'est vraiment de travailler sur la facilitation du retour à l'emploi le plus vite possible. Et là-dessus, on n'est pas du tout prêt. Le médecin du travail ne parle pas avec le médecin généraliste, qui ne parle pas avec le service de santé dans l'entreprise. Et là, si tout le monde se parlait, vous prenez un exemple, on l'a cité, le cancer tout à l'heure, quelqu'un qui subit une chimiothérapie ou qui vit une chimiothérapie, je ne sais pas comment il faut le qualifier, il y a des fois où ça oblige à un arrêt long, il y a des fois où la personne est très vite prête à reprendre le travail, mais le médecin généraliste l'a arrêté 15 jours, donc l'entreprise dit « Ah non, t'as arrêté, tu ne peux pas revenir », et la personne est chez elle, et ses collègues se débrouillent sans elle, alors qu'elle était prête à travailler. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là en France, et pour faciliter le maintien dans l'emploi des collaborateurs, on en est loin. Voilà. Une première question sur les aides. Est-ce que la CARSAT aide sur les sujets de santé mentale également, ou est-ce que d'autres organismes, si la CARSAT ne le fait pas, aident des entreprises sur les sujets de santé mentale? Qui veut répondre? Alors, il me semble que la CARSAT aide sur tout un tas de sujets. Ça dépend des années, ça dépend des moments, ça dépend des conditions. Donc, il faut juste... m'arrêter si je me trompe, mais pour surveiller régulièrement les sujets CARSAT, c'est du ponctuel. Donc, il faut aller voir régulièrement sur le site de la CARSAT quelles sont les aides en vigueur au moment où on regarde, quelles sont les actions, parce qu'en fait, ils travaillent sous forme d'actions un peu coup de poing, où ils décident d'un sujet, ils accompagnent sur ce sujet-là, et puis un an après, on passe à un autre sujet. Voilà, alors, si vous voulez... Allez-y. En ce moment, il y a une subvention RPS accompagnement, mais alors sous couvert, encore une fois, de rentrer dans les conditions qui restent du budget pour les moins de 50 salariés, avec 2 pans, un premier volet diagnostic et plan d'action. Donc, quels sont les RPS
Éligible. dans mon entreprise actuellement et quel plan d'action je peux me donner pour les limiter, et l'accompagnement pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Voilà, avec une prise en charge à hauteur de 70% du montant de l'accompagnement. Donc subvention RPS accompagnement de la CARSAT, mais là encore, il faut s'assurer que l'entreprise est éligible et voir si l'enveloppe, bien sûr, est toujours disponible. Actuellement, est-on dans une période d'aggravation des sanctions? Des sanctions. Ah, des sanctions. Non, je dirais plutôt, alors pour l'entreprise en tout cas, pour la pénalisation de l'entreprise, plutôt moins, parce que depuis que le CHSCT a disparu, déjà le risque d'avoir une expertise, ex-expertise CHSCT a diminué. Donc Oui, plutôt moins. oui, mais je pense que l'exposition au risque, notamment psychosociaux directs avec les salariés, Oui. peuvent être eux plus graves parce qu'il y a une meilleure considération par les tribunaux de ces risques-là. Donc voilà, Oui, non, faut choisir dans quel camp on se place. Oui, c'est ça. Non, mais effectivement, C'est compliqué à discrimination. Ok. Est-ce qu'avant ils étaient sous-évalués? Est-ce qu'ils le sont mis aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'ils sont surévalués? Enfin voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, mais oui, il y a à partir du moment où on considère qu'il y a un risque, il ne faut pas jouer le jeu, enfin prendre ce risque. Et en parlant de la disparition du CHSCT, on n'en a pas parlé, mais n'oubliez pas de former vos membres du CSE. Ils ont une formation obligatoire sur la partie santé, sécurité, conditions de travail. Donc, 5 à ne jours pas obligatoires. oublier. 5 jours, en effet, pour un premier mandat. Est-ce que des personnes dans l'Assemblée ont des questions complémentaires? On a le temps de prendre une ou deux dernières questions avant de couper l'antenne. Allez-y, je vous en prie. On va vous donner un micro peut-être. D'autres pistes que les troubles musculo-squelettiques, du coup, Plus liées, j'imagine, au tout ce qui est bien-être, sport, et, bien-être, respiration. Est-ce que ce sont des choses que vous effectivement. préconisez? Pardon. On accompagne les entreprises. Donc, j'ai parlé des troubles musculo-squelettiques, c'est un des troubles qui est le plus parlant en général parce que ça touche tous les secteurs d'activité. Mais c'est vrai qu'on on accompagne également les entreprises sur la nutrition, donc activité physique, alimentation, sur le sommeil. Donc en fait, dans le cadre de la semaine de la qualité de vie et conditions de travail, on les accompagne aussi. Donc on propose différents ateliers, on propose différents accompagnements sur des thématiques complètement variées, allant de vraiment des troubles physiques aux troubles psychiques. Et une action aussi qui peut être intéressante selon vos entreprises, c'est de sonder aussi vos salariés sur leur ressenti au travail, comment ils perçoivent le travail, leur équipe, l'ambiance, la communication. C'est un exercice super intéressant qui demande alors certes de recevoir après les remarques, c'est pas toujours évident. Rendez-le anonyme bien sûr pour libérer aussi la parole. Après il y a plein de façons de sonder ses salariés, bien entendu, mais c'est déjà vraiment une action très intéressante et surtout de traiter les résultats et d'y donner une suite parce que consulter ses salariés et ne rien en faire bien sûr
ça perd vraiment de son intérêt et de sa force, mais c'est vraiment un exercice intéressant. Et il y a des prestataires qui aussi proposent leur aide sur ce sujet quand ça ne nous met pas forcément très à l'aise. Mais c'est un très bon point de départ aussi, et quelle que soit la taille de l'entreprise, pour le coup, je vous y encourage. Merci à vous quatre, en tout cas, pour la richesse de ces informations, de vos exemples et de vos témoignages, en espérant que vous ayez appris plein de choses et que vous puissiez appliquer tous ces conseils dans vos différentes entreprises. On vous souhaite une bonne journée, une belle semaine à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.